Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le jeudi 6 avril, voici les titres. L'opération White Card initiée par Peace and Sport s'est tenue aujourd'hui. Elle a encore une fois réuni des sportifs de haut niveau du monde entier. Tous ont célébré la journée internationale du sport au service du développement et de la paix. Plus d'informations à suivre aux côtés de Fabien Bonilla. Et justement, à l'occasion de cette journée, le rallye Princesse Charlène s'est tenu également à Monaco. Au programme pour les jeunes de la Principauté, des épreuves physiques sur le site du Larvoto et plein d'autres activités. Reportage dans ce journal. Sylvie Petit-Leclerc, la secrétaire d'État à la justice, sera présente sur notre plateau dans quelques instants. Elle nous parlera de l'Institut monégasque de formation aux professions judiciaires. Il effectue sa rentrée solennelle aujourd'hui et constitue un outil novateur pour permettre le rayonnement du droit monégasque. Focus également sur le prochain match en Euroleague de la Roca Team. Les Rouges et Blancs recevront demain le Partizan Belgrade en Principauté. Tout ce qu'il faut savoir avant ce choc à découvrir dans cette édition. Et puis nous partirons retrouver notre envoyée spéciale Émilie Rousseau qui est en ce moment même à Édimbourg. Les Monaco Impies s'apprêtent à participer au Melrose Sevens. Bonne humeur et travail sont, vous le verrez, au rendez-vous. Mais nous débutons cette édition avec la messe émouvante qui s'est tenue hier pour commémorer le triste anniversaire de la disparition du prince Régnier III. Célébrée par Monseigneur Dominique Marie-David, cette messe a réuni la famille princière et de nombreuses autres personnalités monégasques. Tout au long de cette année 2023, de nombreux hommages seront rendus à celui que l'on surnomme le prince bâtisseur. Une grande fête populaire se tiendra d'ailleurs sur la place du Palais le 31 mai prochain, jour où il aurait soufflé sa 100e bougie. Chaque année, le 6 avril est donc la journée internationale du sport au service du développement et de la paix. À cette occasion, l'organisation Peace and Sport, basée à Monaco, organise à travers le monde l'opération White Card. Et pour cette édition 2023, je crois que nous célébrons un anniversaire bien particulier, Fabien Bonilla. Absolument. Il s'agit des 10 ans de cette journée internationale proclamée par l'Assemblée générale de l'ONU en 2013. Eh bien, c'est l'occasion de reconnaître le rôle positif que le sport et l'activité physique jouent dans les communautés à travers le monde. C'est également un outil puissant pour renforcer les liens sociaux. Le thème mondial de cette journée, cette année, est « Marquer des points pour les peuples et la planète ». Il faut savoir que depuis 10 ans, l'organisation Peace and Sport participe activement à cette journée. Peace and Sport a été créé par un ancien athlète médaillé olympique, Joël Bouzou, et placé sous le haut patronage du prince Albert II, avec le soutien des champions de la paix. C'est un collectif qui rassemble plus de 115 athlètes de haut niveau. Eh bien, Peace and Sport, le 6 avril depuis 2014, à l'occasion de cette journée, a lancé la campagne White Card. C'est une importante mobilisation internationale initiée depuis la Principauté. Ce carton blanc, symbole de la paix par le sport, a permis de mobiliser des chefs d'État ou de gouvernement, ainsi que des athlètes de haut niveau comme Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer, Tony Estanguet ou encore Didier Drogba, qui est devenu le vice-président de Peace and Sport et que je vous propose d'écouter. Je tiens à rappeler le rôle fondamental du sport dans la construction d'une culture de paix. Le monde du sport, en effet, et les athlètes ont un rôle important à jouer pour donner l'exemple, en particulier auprès de la jeunesse. Ils veulent en effet faire avancer des causes qui servent le bien commun en soutenant l'égalité des sexes, en mettant fin à la discrimination raciale et en participant à la protection de notre environnement. Je vous invite donc tous à rejoindre la campagne #WhiteCard 2023 sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas, comme l'a dit Didier Drogba, vous pouvez vous prendre ou vous faire prendre en photo avec un carton blanc et le poster sur vos réseaux sociaux en mettant le hashtag WhiteCard. Et symboliquement, vous aurez apporté votre contribution à cette journée suivie internationalement, à commencer par Monaco avec le rallye Princesse Charlène qui a rassemblé ce jeudi des élèves de 3e pour les sensibiliser à cette journée en collaboration avec la Fondation de la Princesse. À Édimbourg, l'équipe de rugby à A7 de Monaco, les Impies, sont en compétition dans un tournoi et ont participé à cette journée internationale avec leur white card. Autre événement organisé au Togo où ont été célébrés les Jeux de l'amitié avec le champion de la paix et médaillé olympique Benjamin Boukpeti, co-organisé par Peace and Sport. À New York, depuis le siège des Nations Unies avec une conférence virtuelle, mais également au Mexique, avec une mobilisation organisée par la fondation Alfredo Arpelou, toujours en partenariat avec Peace and Sport. À Chypre, où une white card géante a été déployée dans la zone tampon des Nations Unies,
ou encore en Colombie sur un stade de foot où là aussi, parmi plusieurs animations, un drapeau blanc a été brandi. Et enfin, plus proche de nous, dans l'école Jean Piaget à Nice, avec le déploiement d'un drapeau géant dans le cadre du lancement de la semaine olympique et paralympique. Voilà. Quelques exemples, vous l'avez compris Julia, cette manifestation White Card est suivie à travers le monde. L'année dernière, cette mobilisation a touché 171 millions de personnes sur les réseaux sociaux provenant de 117 pays. Et vous l'avez évoqué il y a quelques instants, Fabien, le rallye Princesse Charlène s'est déroulé comme chaque année au Larvoto. Plusieurs épreuves sportives ont ainsi réuni les élèves de la Principauté, organisées par la Direction nationale de l'éducation, par la Fondation Princesse Charlène, par le comité antidopage monégasque et par l'association des parents d'élèves. Cette 7e édition aura donc permis une nouvelle fois d'initier les jeunes aux valeurs du sport. Un reportage de Vanessa Dessy, Julien Logier et Louis Borgia. Allez, bien. Plusieurs épreuves ont rythmé ce 7e rallye Princesse Charlène. Près de 400 collégiens des classes de 3e de la Principauté ont pris le départ de la traditionnelle course. Répartis en plusieurs équipes de 4 à 5 élèves, les jeunes sportifs ont parcouru une boucle de 5 km depuis le gymnase de l'Annonciade. Des épreuves physiques mais aussi de la culture générale. C'est ça au continent de l'Olympique. Oui. 3 établissements, le collège Charles III, le collège FANB et le lycée technique hôtelier représenté par la section SECPA. Donc 400 élèves qui sont rassemblés pour à la fois donc, le rallye Princesse Charlène avec 2 épreuves sportives, un QCM, donc, et en parallèle une conférence où les élèves sont sensibilisés sur la fondation Princesse Charlène et aussi sur l'organisation de la paix par le sport, Peace and Sport. En cette journée internationale du sport au service du développement et de la paix, les élèves sont encouragés à la pratique du sport et de ses valeurs, mais aussi à la protection de l'environnement. Les valeurs, c'est la solidarité, c'est la convivialité, c'est l'entraide, c'est participer, pas chercher à gagner forcément. Habituellement, on donne des petites bouteilles d'eau en plastique et je pense qu'il était indispensable de leur proposer autre chose. Donc on a installé une rampe à eau, on leur a offert, donc je crois que c'est le CMAC qui leur a offert des verres pliables et ils ont énormément apprécié parce que quand on leur a présenté, ils ont tous applaudi. Donc je pense qu'aujourd'hui ils sont bien motivés. Arthur, tu le manges trop. Super. Allez, 2 de chaque côté, gardez bien le plan du droit. Véritable initiative mondiale au service de la paix, l'organisation Peace and Sport encadre la compétition chaque année. Comme vous le savez, Peace and Sport, organisation internationale, même avec des activités mondiales, est ancrée à Monaco. Et c'est hyper important que Monaco montre l'exemple, et Monaco montre super bien l'exemple. Donc avec tous ces jeunes qui, dans le cadre du rallye Princesse Charlène, qui participent à l'opération aujourd'hui. Puis on a des champions de la paix qui sont alors Pierre Frola, Paula Radcliffe, Pernilla Wiber, qui sont là avec les jeunes dans le cadre d'un débat où on parle de la paix, où on parle du sport comme véhicule de paix, avec des exemples concrets. Je pense que c'est hyper important pour l'éducation de ces jeunes. La 7e édition du rallye Princesse Charlène aura permis cette année encore d'initier les jeunes scolaires aux valeurs du sport. Ça s'est bien passé, là on a couru, là on est un peu épuisé, du coup c'est un peu compliqué pour faire le rameur. C'est bien d'encourager aussi les élèves à faire du sport. On fait beaucoup d'activités, on apprend beaucoup de choses et du coup c'est super. Et on a une équipe solide, assez solide, assez forte, avec 2 éléments surdominants. Il y a eu des parties un peu plus difficiles, enfin comme dans chaque épreuve sportive, mais là on reprend du souffle. C'est bien parce que genre c'est sportif et ça fait qu'on fait du sport un peu tous, voilà. Même si d'habitude on n'en fait pas ou quoi, enfin voilà, ça peut nous booster. Il nous manque encore un peu de combativité pour réussir à finir, c'est dur. C'est de l'état d'esprit mais on va y arriver. Tous les établissements ont été récompensés, mais ce sont les élèves d'FANB qui montent sur la plus haute marche du podium et qui remportent cette 7e édition du rallye Princesse Charlène. Ce jeudi 6 avril était aussi marqué par la toute première rentrée de l'Institut monégasque de formation aux professions judiciaires, un nouvel outil qui répond aux spécificités du droit monégasque et à son rayonnement. Pour nous en parler, nous retrouvons Sylvie Petit-Leclerc, la secrétaire d'État à la justice.
Bonsoir Sylvie Petit-Leclerc. Bonsoir madame. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On va parler de l'Institut monégasque de formation aux professions judiciaires. Alors concrètement, dans quel but a-t-il été créé ? À l'origine, il était destiné à assurer la formation initiale des candidats à l'examen d'avocat et aussi au concours de magistrats. Nous nous étions rendus compte à la faveur des jurys qui s'étaient constitués que ces candidats qui provenaient soit directement de l'université, soit qui avaient un petit parcours professionnel, en réalité n'avaient pas une expérience qui était en adéquation avec ce qu'on demandait. Et on a estimé qu'une formation était indispensable. D'où la création de l'Institut par mon prédécesseur. Toujours se conformer aux spécificités du droit monégasque, c'était ça aussi le but concret de la création de l'Institut? Alors en effet, puisqu'il avait été prévu dans l'ordonnance souveraine que l'Institut de formation allait aussi assurer des conférences, allait aussi assurer de la formation continue pour les professions judiciaires, puisque c'est son intitulé, et précisément parce que le droit monégasque a des spécificités que les magistrats français notamment ne connaissent pas lorsqu'ils arrivent en principauté. Quel est justement le profil des personnes qui vont effectuer cette première rentrée solennelle? Voilà, est-ce que ce sont des étudiants en droit? Viennent-ils d'autre part? Expliquez-nous un petit peu. Alors, nous avons donc cette formation initiale qui vient de commencer et qui est destinée aux jeunes étudiants ou aux personnes qui ont pu déjà travailler comme collaborateurs chez les avocats. Et puis, nous avons aussi déjà organisé des sessions de formation continue pour les magistrats, les greffiers, les policiers, les huissiers et les notaires. Et ces formations ont porté sur la nouvelle législation qui a été mise en œuvre depuis le 9 décembre 2022 et qui est relative notamment à la réforme de la procédure pénale, aux saisies, confiscation des produits du crime et à l'entraide pénale internationale. Qu'est-ce que vous attendez personnellement de votre côté de cet institut? Je crois que ça a été un long travail, vous parliez de votre prédécesseur, mais c'est un projet qui vous tenait un petit peu à toutes et tous vraiment à cœur. Absolument, nous en parlions beaucoup, Madame le Président du tribunal de première instance et moi, j'étais procureur général à l'époque, parce qu'en effet, il nous apparaissait, et précisément parce qu'il y a des spécificités, que cet institut était important. Il l'est aussi parce que ça peut être un élément, un point, enfin un vecteur, si vous voulez, de la présentation du droit monégasque que les Français ne connaissent pas, et pour donner précisément un éclat particulier à la jurisprudence et à la législation monégasque. L'Institut comprendra également un conseil scientifique qui va se réunir d'ailleurs aujourd'hui pour la toute première fois. À quoi va-t-il servir? Alors le conseil scientifique est composé désormais du directeur des services judiciaires qui le préside, mais aussi, et c'est une grande nouveauté, d'un directeur scientifique. Il m'est apparu en effet que je devais être assistée d'une personne parce que j'ai aussi d'autres obligations comme vous pouvez l'imaginer, donc c'était important pour moi. Il s'agit d'un professeur d'université de Nice et qui connaît parfaitement Monaco et le fonctionnement des institutions et qui lui-même s'est déjà beaucoup impliqué dans cet institut. Et j'ai également souhaité que l'Institut, en tout cas le conseil scientifique, soit ouvert à des universitaires, à des professeurs d'université ou des maîtres de conférences qui ne soient pas issus d'universités françaises. Pour moi, c'est très important d'ouvrir à des personnes étrangères, enfin, les Français sont étrangers aussi, mais à des personnes étrangères, qui viennent d'autres horizons, qui peuvent apporter de la fraîcheur, qui peuvent apporter du pragmatisme, qui peuvent apporter des tas d'idées aussi, pour imaginer les sujets qui pourront être traités par cet institut, et qui pourront aussi nous aider à identifier les personnes idoines qui pourront intervenir et participer à ces formations. Un mot également sur un appel à candidature, puisque vous espérez l'arrivée d'un nouveau procureur général, je crois. Alors en effet, nous avons 2 appels à candidature, en effet pour le poste de procureur général et pour le poste de premier président, donc 2 postes importants pour la justice monégasque. Les appels à candidature sont désormais clos et nous attendons maintenant que la France veuille bien nous envoyer les candidats pour que le Haut Conseil de la magistrature monégasque puisse puisse se réunir à l'effet de désigner
en tout cas de donner un avis sur la bonne personne qui pourrait convenablement remplir ce rôle, afin que Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain puisse choisir parmi ses candidats. Merci à vous, Sylvie Petit-Leclerc. C'est moi qui vous remercie, madame. Une conférence de presse a eu lieu ce jeudi au ministère d'État sur la fin programmée du réseau cuivre de Monaco Télécom, et ce, au profit du déploiement de la fibre. Les conséquences et les enjeux de ce changement avec Sandrine Nègre et Olivier Bonello. Modification des usages, besoins digitaux, évolution des supports ou tout simplement modernité. Les raisons qui poussent à faire disparaître le réseau cuivre ne manquent pas. Il faut dire que les atouts de la fibre sont incontestables. D'une part, c'est beaucoup plus fiable. Donc on transporte de la lumière et non plus de l'électricité. Donc du coup, ce rayon optique, il est beaucoup plus fiable. Il est plus aussi capacitif puisqu'on atteint des débits maintenant de 10 gigas au plus haut débit de Monaco Télécom, alors qu'on était limité à 60 mégas sur le réseau cuivre. Et puis c'est moins énergivore. Donc il faut aussi prendre conscience que l'empreinte environnementale de la fibre est beaucoup moindre que celle du réseau cuivre. Différentes phases vont donc rythmer les mois à venir. La principauté s'inscrit d'ailleurs dans un mouvement international, car le réseau cuivre disparaît peu à peu en France, en Europe, à Singapour ou même encore au Japon. Andorre a été le premier à le faire en 2014, Jersey l'a fait en 2020. Il y a encore 700 foyers sur 19 000 qui ont cette connexion à Internet par le cuivre. Donc c'est plus beaucoup, et ça, à la fin de l'année 2023, ce sera fini, il n'y en aura plus. Donc ça veut dire qu'il faut que les derniers se manifestent et qu'on puisse véritablement les migrer. Et puis 6 mois après, on arrêtera Internet pour les entreprises, il y en a encore 2000, donc là il faut vraiment se dépêcher. Et puis encore 6 mois après, fin de l'année 2024, on arrêtera les lignes analogiques, donc la téléphonie par le cuivre. Vous l'aurez compris, un mot à son importance, anticipation. Mieux vaut ne pas attendre le dernier mois pour ce changement. Une campagne de communication va permettre de sensibiliser la population de Monaco. Vous pouvez bien sûr aussi vous rapprocher directement de Monaco Télécom. Et chaque vendredi matin, les habitants du Rocher pourront désormais bénéficier de fruits et de légumes frais juste en bas de chez eux. En effet, un maraîcher prendra place une fois par semaine pour proposer le meilleur des cueillettes de la saison. Profitez-en. Nous rouvrons une page de sport dans ce journal. La Roca Team, déjà qualifiée pour les playoffs d'Euroleague, reçoit ce vendredi le Partizan Belgrade de Mathias Le Sor et de Danilo Andzujic, 2 anciens monégasques. Le club serbe 7e cherche à valider sa position dans le top 8 alors que les Roca Boys voudront eux prendre leur revanche du match aller. Présentation de ce combat par Yannick Debever et Arnaud Humbert. C'était une défaite qui avait fait mal au crâne des Monégasques. Dans la Stark Arena, le Partizan Belgrade avait passé 100 points à Monaco qui avait complètement abandonné en fin de match. Une attitude que les joueurs regrettent et comptent bien faire oublier ce vendredi. I think it's a really big opportunity for us to tie the series against us. We went over there. It was a tough game for us. We lost on the road. So just coming back home, we want to continue our home stretch because we usually play really well at home. So we want to continue that against this team. Le Partizan Belgrade est une équipe en forme et en confiance avec 2 succès récents face à l'Olympiakos et le Real Madrid, auxquels ils ont passé 104 points. Une équipe très offensive qu'il va donc falloir stopper à Gaston Médecin. Oh yeah, one of the best coaches, like all time, is there, and there is no just boxing out, and it's not so simple, or defending the fast break. I think we know who are the key players, but they really played a great team basketball. They are really aggressive for 40 minutes, and they kept this good atmosphere, through all game. En cas de victoire, le Partizan serait qualifié pour les playoffs d'Euroleague, tandis que Monaco ne joue plus que sa position finale parmi le top 4. Ce match, face à un redoutable adversaire, pourrait donc servir de préparation en vue des quarts de finale. I heard, like a lot of teams, who are fighting for the playoffs, want to play us. They want to avoid Barca, Real, and for us, this is a bit offending. You cannot wish to play against us. You have to be having, certain, let's say,
fear, concern, or you don't want to play Monaco here. So we have to give the statement on this too. Pour cette rencontre, la Roca Team devra encore se passer de Chima Moneke, dont la blessure à la jambe a du mal à se résorber. Monaco partisan, ce sera également l'occasion de revoir sur le parquet de Gaston Médecin Danilo Andjusic et Mathias Le Sort, deux joueurs très appréciés des supporters. C'est une rencontre qu'il faudra suivre attentivement à bien des égards ce vendredi à 21h. Une rencontre qui sera une fois de plus à suivre en direct sur Monaco Info. Fabien Bonilla nous a dévoilé quelques images en ce début de journal des Monaco Impies avec leur white card. Ils sont en effet actuellement en Écosse où ils s'apprêtent à participer au Melrose Sevens. Et c'est la toute première fois que cette formation de la Fédération monégasque de rugby, soutenue par la Fondation Princesse Charlène, prendra part à cet événement. Émilie Rousseau, vous êtes sur place avec Sylvain Péroumal. Le Melrose Sevens est considéré comme une étape mythique du rugby à 7 amateur. Oui, car c'est tout simplement à Melrose que le rugby à 7 a été créé il y a 140 ans exactement. Autant vous dire que ce rendez-vous est incontournable pour les passionnés de l'Ovalie, mais aussi pour les Écossais, car ici, on respire le rugby. Et ça, les Impies l'ont immédiatement saisi. Ils se sont entraînés dès leur arrivée à Édimbourg sur un terrain historique. Le terrain où on s'est entraîné ce soir, c'est là où a eu lieu le premier match international de rugby entre l'Écosse et l'Angleterre en 1871, donc ça donne un petit peu une dimension historique. Une dimension historique pour écrire une nouvelle page de l'aventure des Impies. 4 mois après avoir participé au Dubai Rugby Sevens, c'est dans la fraîcheur de l'Écosse que nous avons retrouvé cette équipe créée sous l'impulsion de la princesse Charlène en 2017. La philosophie des Impies, c'est faire progresser nos petits joueurs monégasques qui ont les Jeux des petits États dans 2 mois, les champions d'Europe dans 2 mois et demi, et leur donner envie de participer à cette expérience, ce qui est déjà fait, et surtout essayer de retravailler avec les joueurs avec lesquels on a fait Dubaï et avec lesquels on a eu une grosse déception. Ils ont tous un esprit de revanche. Alors, je ne sais pas quel sera le résultat samedi, mais ils ont tous été volontaires pour revenir et essayer de faire mieux. Sur le terrain, on retrouve des visages familiers, des joueurs qui ont déjà porté le maillot des Impies et qui voudraient enfin offrir un titre à l'équipe. C'est un vrai plaisir et une chance. C'est vrai qu'on attend Dubaï chaque année. C'est un peu la cerise sur le gâteau en fin d'année. Et là, avoir déjà une première portion au mois d'avril, ça fait extrêmement plaisir. Le Melrose Sevens débutera samedi pour les Impies dans un format très particulier, unique en son genre, puisqu'il se fera sur qualification directe, sans phase de poule, ce qui rend encore plus particulier ce tournoi de rugby à 7, le plus ancien au monde. Et vous pourrez évidemment suivre l'évolution des Impies dans les prochaines éditions de votre journal grâce à notre envoyée spéciale Émilie Rousseau. Nous retrouvons à présent Vanessa Dessy pour un point complet sur vos prévisions météo avec un ciel plutôt voilé prévu pour ce vendredi. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Le temps sera assez couvert durant la journée, mais le soleil pourrait faire quelques apparitions. Les températures oscilleront de 8 à 13 degrés. Le soleil se lèvera à 7h et se couchera à 20h04. Et nous fêterons les Jean-Baptiste. 2023 marque les 10 ans de la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix. C'est vrai, on vous a largement parlé dans ce journal des célèbres white cards. Mais nous profitons encore de la fin de cette édition pour revenir en images sur les cartons blancs les plus emblématiques de la principauté. Du prince Albert II à Joël Bouzou en passant par de nombreuses personnalités monégasques. Énormément de white cards ont été fièrement brandis ces dernières années. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, vendredi, pour un nouveau numéro de votre journal. Belle soirée.